Un invité a disparu sans laisser de traces. Et le manoir retient son souffle. Bienvenue sur Conte Policier, je suis votre hôte Timéo. Cette communauté d'amateurs de mystère s'agrandit rapidement. Laissez un commentaire et partagez. D'où vous écoutez. J'ai toujours hâte de lire vos réflexions. C'est votre présence qui fait que tout cela en vaut la peine. Découvrons ensemble la vérité. C'était le genre d'après-midi de fin de printemps qui donnait l'impression que tous les problèmes du monde pouvaient être résolus avec une haie bien taillée et un pot de Darjeeling frais. St. Aldelms, ce genre de village anglais qui s'accrochait à ses traditions avec une détermination sans faille, était en pleine forme. Les roses étaient arrivées tôt cette année-là, et le comité des fêtes paroissiales avait décidé, sans cérémonie, d'organiser un thé en plein air sur la pelouse derrière le presbytère. Les préparatifs avaient été minutieusement préparés. Les tables étaient dressées avec des nappes brodées. La guilde des femmes avait fourni des sandwichs aux concombres et du biscuit Victoria, et M. Lethbridge, le vicaire en personne, avait été vu plus tôt en train d'ajuster les banderoles, avec le désespoir discret d'un homme cherchant à éviter une nouvelle confrontation avec Madame Reeves, au sujet de la hauteur appropriée des drapeaux. Parmi les invités assis, observatrice silencieuse à l'ombre d'un parasol blanc, se tenait Miss Jane Marple. Son expression exprimait un intérêt bienveillant, celui qu'elle arborait lorsqu'une nièce racontait une réunion ennuyeuse ou qu'un voisin expliquait ses derniers ennuis avec un cuisinier. Ceux qui ne la connaissaient pas auraient pu prendre l'immobilité de son regard pour du détachement. Ils auraient tort. « Vous savez, » dit Madame Edgeworth en se glissant dans le fauteuil à côté d'elle avec l'air d'une femme qui a quelque chose à dire et qui n'a aucune intention de le cacher, « je n'ai jamais vraiment compris pourquoi Lady Clara laisse son cousin séjourner à la grange. Vous l'avez rencontré, n'est-ce pas? Aubrey? Tout en charme et sans fondement. Toujours à épousseter les peluches de sa manchette et à parler avec cet horrible murmure théâtral. » Miss Marple tourna lentement la tête, ses yeux bleus doux. « Je crois l'avoir rencontré une fois, au concert de charité pour l'orgue de l'église. Il a applaudi le mauvais morceau, ce qui m'a laissé penser qu'il n'écoutait pas vraiment. Mais peut-être était-il distrait. On ne sait jamais quel fardeau on porte, Madame Edgeworth. » Madame Edgeworth renifla. « Il porte trop de cravate en soie et manque de bon sens, à mon avis. » À cet instant, le portail du jardin s'ouvrit avec fracas. Les têtes se tournèrent. Une jeune femme se tenait là, essoufflée, les mains agrippées au portail en fer comme pour se soutenir. Sa robe, une simple mousseline couleur jacinthe pâle, était froissée et mouillée à l'ourlet, comme si elle avait traversé champs. Ses cheveux d'un châtain foncé lui collaient au front. Mais c'était son regard qui calmait la fête, la terreur. Pas celle théâtralisée qu'on voit sur les photos, mais celle, franche et sans détour, qui tarit les conversations et fait « Teintez les tasses de thé dans les soucoupes, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix brisée. « Je cherche l'inspecteur Cray. » L'inspecteur Cray, corpulent et chauve, se levait déjà de son siège près du pichet de limonade. « Mademoiselle Elspeth ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « De la grange ?» Miss Elspeth Harville hocha la tête. « C'est Lady Clara, » parvint-elle à dire. « Elle est partie. On ne la trouve nulle part. Elle n'est pas descendue prendre le petit déjeuner. Sa chambre était vide. La porte de derrière était déverrouillée. Ses chaussures... » Elle s'arrêta, avalant visiblement une salive épaisse et amère. « Ses chaussures ont disparu. » Le silence s'installa plus profondément. Même les oiseaux semblèrent s'immobiliser un instant. Qu'au fond du jardin, le parasol de Miss Marple s'inclina légèrement tandis qu'elle ajustait son siège. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, sans s'adresser à personne en particulier. « Cela est plutôt curieux. Foxglove Grange se trouvait à la limite nord du village, juste au-delà du muret de pierre où se terminaient les terrains communaux et où commençait le domaine de Harville. Elle appartenait à Lady Clara Harville depuis la mort de son mari, juge colonial à la retraite, 6 ans auparavant. Elle avait adopté une vie tranquille, taille de rosier,
œuvres caritatives pour la guerre et dîners occasionnels entre personnes jugées suffisamment respectables. Sa famille était modeste. Elspeth, une parente éloignée venue vivre avec elle après un problème de santé au pensionnat. Mademoiselle Givens, sa compagne et gouvernante de longue date. Et dernièrement, Monsieur Aubrey Lennox, présenté comme une sorte de cousin, dont le séjour s'était prolongé de quelques semaines à quelques mois. Lorsque l'inspecteur Cray arriva à la grange, accompagné du sergent Reeve et d'Elspeth, visiblement secouée, la maison était dans un étrange état d'ordre. La vaisselle du petit-déjeuner n'avait pas été touchée. Les lits étaient tous faits sauf un. Aucun mot n'avait été laissé. « Elle n'a jamais rien fait de tel », insista Elspeth en se tordant les mains dans le salon. « Jamais. » Lady Clara ait été une créature d'habitude, toujours couchée à 8h30, toujours un œuf à la coque et des toasts. Elle a même laissé son sac à main dans sa chambre. Cray se gratta la tête. Serait-elle partie plus tôt? Elle ne marche jamais le matin. Elle s'est tordu la cheville l'été dernier, tu te souviens? Elle déteste les terrains accidentés. Mademoiselle Givens, une grande femme d'une 50aine d'années, ajouta depuis un coin. Rien n'était emballé. Pas une seule valise n'a été touchée. Il ne manque qu'une paire de chaussons et un châle léger. Le sergent Reeve entra alors, portant un morceau de papier humide scellé dans une enveloppe transparente. J'ai trouvé ça devant le portail. Arrière, monsieur. Il a plu, mais il y a un peu d'écriture. Cray le prit en plissant les yeux. Il est écrit « Ce soir, sous le... » C'est tout. Le reste est flou. Il n'y a pas grand-chose à retenir, murmura Reeve. Non, dit Cray, mais c'est déjà ça. Il se tourna vers Elspeth. Sais-tu si elle avait des rendez-vous hier, des visites? Il y avait une lettre, dit lentement mademoiselle Givens, de son avocat, quelque chose à propos d'une fiducie, ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas ouverte, bien sûr, mais elle avait l'air pensive après. Où est la lettre maintenant? Dans la cheminée, dit Givens. Elle l'a brûlée. Ce soir-là, la nouvelle de la disparition de Lady Clara se répandit à Saint-Aldelme, comme une guêpe piégée dans un bocal. Le Rose and Crown servit un nombre record de pintes, les théories affluant plus vite que la bière. Certains juraient qu'elle avait pris un amant et s'était enfuie, d'autres que les vieux ennemis du juge étaient venus régler leur compte. Quelques-uns murmurèrent que les dettes de M. Lennox étaient la véritable cause de tout cela. Au presbytère, Miss Marple était assise devant une fenêtre ornée d'un rideau de dentelle, une chaussette à moitié finie sur ses genoux. Elle n'était pas du genre à spéculer à voix haute, surtout quand tant d'autres s'en sortaient si mal. Au lieu de cela, elle pensait aux petits détails, à l'ourlet mouillé d'Elspeth, au bout de papier humide, à la prévisibilité de Lady Clara qui était peut-être l'indice le plus révélateur de tous. « Je n'aime pas les disparitions », murmura-t-elle. « Elles signifient si rarement ce qu'elles semblent signifier. » Sur ce, elle se leva et alla chercher son châle. Elle avait promis de rapporter une tasse de thé à la grange, et il ne faut jamais laisser une belle porcelaine traîner trop longtemps. D'ailleurs, c'est parfois dans les endroits les plus calmes que les gens disent les choses les plus révélatrices. Les nouvelles se propagent rapidement dans les petits villages, pas toujours exactes, mais rapides néanmoins. Lorsque la cloche au-dessus de la mercerie de Miss Lavender sonna le lendemain matin, presque tout le monde à Saint-Aldelme avait entendu parler de la disparition de Lady Clara. Et comme pour toutes les nouvelles de ce genre, elle ne se présentait pas sous forme de fait, mais sous forme de saveur. Chaque récit étant assaisonné par les soupçons personnels de l'orateur, ses rancunes tenaces ou sa fascination à peine dissimulée pour le scandale. « Disparu comme ça !» s'exclama Madame Biddle, sa poitrine imposante se soulevant tandis qu'elle sélectionnait un écheveau de laine bordeaux. Et pas un mot. Absurde. Une femme comme Clara Harville ne disparaîtrait pas sans raison. Croyez-moi, il y a un homme derrière. Tout ça. Mademoiselle Lavande, qui repliait un jeu de mouchoirs en lin avec une précision méticuleuse, renifla. « C'est ce que vous avez dit quand la femme de l'épicier s'est enfuie avec son cousin.
Il s'est avéré qu'elle était allée à Bournemouth seulement pour une cure de repos. Madame Biddle renifla à son tour. Eh bien, c'est différent. Foxglove. Grange a des secrets depuis toujours. J'ai entendu dire que Lady Clara avait un jour refusé des fiançailles avec un baronnet, le laissant attendre sous le cèdre avec une bague en diamant et un panier de pique-nique. N'importe quoi, dit Madame Edgeworth qui venait d'entrer, son sac à la main. Cette histoire est plus ancienne que ces Hortensia. Non, à mon avis, c'est son cousin Aubrey. Cet homme est tout en soi et en ombre. Saviez-vous qu'il a prétendu avoir fait une tournée avec une troupe de théâtre en Italie? Il a mentionné Palerme, répondit mademoiselle Lavande avec prudence. Exactement, dit Madame Edgeworth d'un ton triomphant. Quiconque est déjà allé à Palerme vous dira que ce n'est pas un endroit pour une collection de cravates de gentleman, et il arrive toujours en retard à l'église. Tandis que les spéculations envahissaient le village comme un lierre particulièrement tenace, Miss Marple était assise à sa place habituelle près de la fenêtre du salon, la lumière matinale éclairant son panier à tricot et le talon d'une chaussette à moitié finie. La veille, elle avait décliné 2 invitations pour le thé et une pour une partie de whist, prétextant un vieux pincement au genou. En vérité, ses pensées étaient tournées vers Lady Clara. Non pas les ragots dramatiques qui avaient enveloppé l'affaire comme la vapeur autour d'un pudding, mais les détails personnels et discrets qui persistaient, la tasse de thé non bue sur le plateau du petit déjeuner de Clara, les chaussures de maison manquantes, étranges pour quelqu'un qui n'aimait pas marcher dans l'herbe, le message inachevé trouvé devant le portail du jardin, et bien sûr, l'incendie de la lettre de l'avocat Point brûlé n'était pas un acte anodin, pas dans une maison aussi convenable et réglementée que Foxglove Grange. Non, la destruction de correspondances témoignait d'un sentiment personnel, non pas d'être classé et revisité, mais d'être éteint à jamais. À midi, l'inspecteur Cray avait organisé une enquête informelle à la salle des fêtes. Une table, à tréteaux, avait été réquisitionnée, ainsi qu'une grande quantité de papier, du thé tiède et le carnet de notes de plus en plus usé du sergent Rive. L'inspecteur était un homme sérieux, mais les ragots du village étaient un véritable casse-tête, et chaque villageois semblait déterminé à rapporter une information cruciale. « Elle a demandé de la camomille il y a 2 jours, dit Madame Forsyth, la femme de l'apothicaire. Elle a dit qu'elle avait du mal à dormir. Ça ne lui ressemble pas. Elle a renvoyé un panier de prunes, a expliqué M. Hargood, le marchand de fruits et légumes. Elle n'a pas expliqué pourquoi, mais elle les a juste renvoyés avec un mot. Ne convient pas à la conservation. C'est vraiment bizarre. Elle faisait toujours de la confiture en juin. Je l'ai vue à la poste, dit la jeune Violette, Hembury avec la révérence d'une jeune fille qui s'adresse à un noble. Elle a posté un colis, du simple papier Kraft, adresse à Londres. Avez-vous noté le destinataire? Demanda Cray. Violette rougit. Non, monsieur, j'ai seulement vu la ville. Cray soupira. D'accord. Merci. Dehors, Miss Marple était assise sous la glycine, sur le côté du couloir, terminant tranquillement le talon de sa chaussette. Elle n'avait aucune envie de parler à l'inspecteur pour l'instant, pas avant d'avoir réfléchi à quelques idées, mais elle nota mentalement une remarque concernant les prunes et l'insomnie. Peu de gens remarquaient ces changements domestiques, mais pour Miss Marple, les habitudes d'une femme, surtout celles aussi ordonnées que Lady Clara, constituaient un langage à part entière. Le lendemain, un visiteur inattendu arriva au presbytère. M. Aubrey Lennox lui-même, il arriva en milieu de matinée, vêtu de gris tourterelle et coiffé d'une cravate jaune qui semblait faire un clin d'œil au monde. Le vicaire, surpris, le rejoignit dans la petite salle de lecture. « J'espère que vous me pardonnerez cette intrusion, révérend, » dit Aubrey en s'affalant dans un fauteuil comme s'il auditionnait pour un rôle. « Mais j'ai les nerfs à vif. Toute cette histoire avec Clara, eh bien, c'est vraiment perturbant. »« Oui, » répondit le vicaire en joignant poliment les mains. « C'est assez pénible.
J'espère vraiment, poursuivit Aubrey, que le bon inspecteur comprend que je ne suis pas suspect. Nous sommes peut-être cousins, mais je suis à peine au courant de ses affaires. Nous avons dîné ensemble, joué au bridge de temps en temps, mais au-delà de ça, je ne suis qu'un invité. Certainement, répondit le vicaire, même si certains villageois semblent avoir beaucoup à dire sur votre présence. C'est toujours le cas des villageois, dit Aubrey avec un sourire un peu trop raffiné. C'est la poésie de la vie provinciale, n'est-ce pas? Des secrets se cachent derrière chaque géranium. Miss Marple, qui était arrivée juste à temps pour entendre cette dernière remarque depuis la porte, choisit ce moment pour s'avancer. « C'est tout à fait vrai, monsieur Lennox, » dit-elle aimablement. « On apprend beaucoup des géraniums. Saviez-vous, par exemple, que la dernière fois que Lady Clara a inscrit son nom dans la liste des fleurs de l'église, elle avait expressément demandé d'éviter les variétés roses. » Aubrey cligna des yeux. « Vraiment? »« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Un détail curieux, mais de telles préférences révèlent souvent quelque chose de caché. Je trouve toujours fascinant de voir comment le goût peut refléter des penchants plus profonds. Mais peut-être que je divague. »« Pas du tout, » répondit Aubrey avec une cordialité forcée. « Vous avez une mémoire exceptionnelle, Miss Marple. » Elle inclina la tête. « Il le faut dans un village. Les gens oublient ce qu'ils ont dit ou espèrent que les autres l'oublieront. Ce soir-là, le calme du village fut une fois plus interrompu non pas par une disparition, mais par une découverte. Le sergent Reeve, le visage rouge et essoufflé, arriva au Rose and Crown juste après 7 heures. « Ils ont trouvé quelque chose, » annonça-t-il, interrompant une série de fléchettes. « Près du ruisseau, derrière la grange, pas Lady Clara, mais une écharpe, tachée de sang. » Le pub devint silencieux. Miss Marple, assise près du feu avec un sherry et sa chaussette enfin terminée, ne dit rien. Mais ses doigts effleurèrent le bord de son verre, une écharpe tachée de sang, et abandonnée là où personne n'avait pensé à fouiller le premier jour. Trop facile à trouver. Presque. Mise en scène. Elle sirota son sherry et pensa à l'écriture soignée de Lady Clara, à ses rituels matinaux et à son aversion pour toute forme de théâtralité. Non, quelque chose n'allait pas. Quelque chose se passait jouer. Et quelqu'un, soupçonnait-elle, appréciait un peu trop la performance. Le ruisseau derrière Foxglove Grange était peu profond à cette époque de l'année, un ruisseau étroit, jonché de lentilles d'eau et de pétales tombés des arbres. Au printemps, les enfants faisaient flotter des bateaux en papier sur ses rives, et Lady Clara elle-même avait un jour installé un petit banc en fer forgé sous le sycomore, affirmant que c'était le meilleur endroit pour réfléchir. Mais le matin suivant l'annonce essoufflée du sergent Reeve, l'endroit avait pris une toute autre allure. Une corde avait été nouée entre 2 piquets pour délimiter la zone, et l'inspecteur Cray se tenait à l'intérieur, observant l'écharpe, maintenant posée à plat sur un drap de mousseline. C'était une soie bleu pâle à imprimé floral, délicate et précieuse, mais légèrement effilochée sur un bord. Une petite tache brun-rouge entachait le motif près des glands. « Trouvé près de la haie, juste à côté du sentier, » disait Reeve. « Aucune trace de lutte, aucune trace de pas visible. L'herbe est trop épaisse et il a plu légèrement. La nuit dernière. » Cray hocha la tête. « Et aucun autre objet à proximité? Pas de chaussures, pas de peigne, rien d'autre à elle? »« Rien, monsieur. » Cray fronça les sourcils. « On va l'envoyer au labo, mais il faudra 1 semaine pour avoir une réponse. Et on ne peut pas attendre les résultats scientifiques alors qu'on a une personne disparue. Des nouvelles de la gare? J'ai vérifié les registres du matin et de l'après-midi. Personne du genre de Lady Clara n'est monté dans les 2 trains hier. Explosion. » Il soupira et se redressa, frottant ses mains contre son pantalon. L'inspecteur détestait les mystères sans lendemain. Les affaires qui ne se déroulaient pas comme prévu, qui n'évoluaient pas naturellement de l'enquête à la résolution. Celle-ci était tenace, comme un tiroir qu'on essaie d'ouvrir sans cesse pour découvrir quelque chose coincé juste hors de vue. Du chemin d'en haut, un faible bonjour leur parvint. Miss Marple, dans son cardigan bleu poudre et ses solides chaussures noires,
s'approcha avec sa démarche habituelle et tranquille. « J'espère ne pas être indiscrète, » dit-elle, les yeux brillants sous le bord de son chapeau. « Je me promenais et j'ai entendu parler d'un foulard. » Cray s'éclaircit la gorge. « Oui, eh bien, il pourrait appartenir à Lady Clara, trouvé non loin de la frontière, taché de sang. Nous ne savons pas encore ce que cela signifie. »« C'est étrange, » dit Miss Marple. Lady Clara avait une préférence marquée pour les accessoires, structurés, cols amidonnés, broches à épingles, ce genre de choses. Les foulards en soie étaient plutôt du style de Miss Givens, si ma mémoire est bonne. L'inspecteur leva brusquement les yeux. « Vous pensez que ce n'est peut-être pas le sien ? Oh, je ne présume pas. Je constate simplement. » Elle se tourna vers Reeve. « Avez-vous dit que l'écharpe avait été trouvée près de la haie, juste à côté de la maison du vieux garde-chasse ? »« Ah oui, madame. »« Curieux, murmura-t-elle. C'est un trajet bien solitaire. » Et sur ce, elle recula, n'offrant ni plus ni moins que ce qu'elle jugeait approprié. Son ton, doux et distant, trahissait le fait que son esprit avait commencé à tirer doucement sur des fils que les autres n'avaient pas remarqués. De retour à la grange, Aubrey Lennox était assis dans la véranda, effeuillant nonchalamment un géranium. Il avait une aisance qui mettait plus d'un mal à l'aise. Trop posé, trop à l'aise dans des pièces qui n'étaient pas les siennes. Elspeth Harville était assise en face de lui, pâle et les lèvres pincées. Elle ne s'enfuirait jamais, dit-elle catégoriquement, pour ce qui devait être la 5e fois. « Personne ne dit qu'elle l'a fait, ma chérie, » répondit Aubrey. « Mais peut-être avait-elle besoin d'espace. Clara avait ses sautes d'humeur, tu sais. Elle pouvait être, comment dire, agitée. Elle n'était pas agitée, elle était anxieuse. Elle a reçu cette lettre et le lendemain, elle n'a pas dormi. Et le surlendemain, elle a disparu. » Aubrey la regarda longuement, les mains jointes. « Je pense que tu es contrarié, et à juste titre, mais tu tires des conclusions hâtives entre des choses qui n'ont peut-être pas de rapport. » Mademoiselle Givens entra alors avec un plateau de thé, ses mouvements vifs et son expression indéchiffrable. « L'inspecteur Cray a envoyé un message, » annonça-t-elle. « Il aimerait parler à nouveau à tout le monde dans la maison. »« Que pouvons-nous lui dire de plus ?» demanda Aubrey exaspéré. Mademoiselle Givens posa les tasses de thé sur la table d'appoint. « Peut-être pas ce que vous savez, mais ce que vous souviens-toi. Cela change souvent avec le temps. Les entretiens ont été menés dans le salon de la grange, un espace élégant avec des boiseries en noyer, un bureau incrusté de nacre et une horloge grand-père qui tic-taquait avec une gravité cérémonielle. Cray a commencé avec Miss Givens. Elle était agitée ce soir-là, dit la gouvernante assise comme un piquet. Elle faisait les 100 pas devant la porte-fenêtre. Je lui ai demandé si elle voulait une tisane à la valériane. Elle a refusé. A-t-elle mentionné la lettre de l'avocat? Non. Mais elle broyait du noir. Elle fixa longuement le portrait de famille au-dessus de la cheminée. Une dispute? Un visiteur? Non, inspecteur. Rien de tel. Ensuite, c'était Elspeth, qui semblait fatiguée mais concentrée. Elle m'a dit quelque chose d'étrange, dit-elle en jouant avec les boutons de son cardigan. La veille au soir, elle m'a dit « Il y a des choses que j'aurais dû régler depuis longtemps. » Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a souri et a dit « Oh, rien, ma chère, tu le sauras avec le temps. » Est-ce qu'elle avait l'air effrayée? Pas effrayée, mais un peu accablée, d'une certaine manière. Puis vint Aubrey Lennox. Elle allait bien, dit-il, jambes croisées, bras étendus sur le dossier du canapé. Réservée, certes, mais pas plus que d'habitude. Nous avons partagé un porto et joué 2 parties de whist. Elle s'est retirée tôt. Tu ne l'as pas revue? Non. A-t-elle déjà discuté de questions financières avec vous? Aubrey rit légèrement. Clara? Oh non. Elle gardait ses comptes sous clé et ses opinions encore plus. Un jour, j'ai suggéré à tout le monde de déplacer un vase, et elle a failli m'écorcher vif. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu la troubler? Rien de précis. Peut-être la lettre de l'avocat, mais je ne sais pas. Elle ne l'a pas partagée. Ce soir-là, Miss Marple fut invitée par Madame Edgeworth à un dîner léger. Les Desatins,
Deux femmes s'installèrent dans le salon autour d'un modeste ragoût. L'air parfumé de notes de thym et de cet ingrédient secret qui, selon Madame Edgeworth, gardait un homme fidèle. « Je suppose que vous avez entendu dire, dit Madame Edgeworth en baissant la voix, qu'ils ont trouvé une écharpe près du ruisseau. Et maintenant, le pasteur dit que Clara a fait un malaise sur ce même banc. » Une pointe d'ironie poétique. « Je suppose. » Miss Marple remuait son ragoût. « Je m'interroge cependant, » dit-elle pensivement, « sur le moment de la découverte. Lady Clara a disparu mercredi matin. L'écharpe a été retrouvée vendredi après-midi. C'est un laps de temps étrange pour passer inaperçu, à moins que ce ne soit pas là plus tôt. « Vous voulez dire qu'il a été planté ?» demanda Madame Edgeworth, les yeux écarquillés. « Je n'irai pas jusque-là, » répondit sereinement Miss Marple. « Mais il est toujours utile de se demander à qui profite chaque nouvelle découverte. Certains trouvent le chaos désagréable, d'autres le trouvent utile. » Elle s'essuya les lèvres avec une serviette et ajouta doucement « La nature humaine change rarement, voyez-vous. Mais ses déguisements, oui. » Alors que l'horloge sonnait 8 heures, Miss Marple se leva pour remercier son hôtesse. Elle s'arrêta sur le seuil. « Dis-moi, ma chérie, te souviens-tu de la vieille, femme de chambre de la grange? Dora, je crois. Dora Hensley. Elle est partie il y a 2 ans. Elle disait que la maison avait trop de portes verrouillées à son goût. »« En effet, » dit doucement Miss Marple, « une femme tout à fait raisonnable, si je me souviens. Bien. » Et sur ces mots, elle sortit dans le soir, les derniers rayons du soleil couchant peignant le ciel de rose et de gris feutré. Elle marchait lentement, son esprit ne pensant ni à l'écharpe, ni même à la lettre de notaire, mais à quelque chose de bien plus banal. La bibliothèque de Foxglove Grange n'avait jamais été mentionnée. Et Lady Clara y avait passé presque toutes ses soirées. Pourquoi personne n'en a parlé? Le lendemain matin, l'inspecteur Cray avait un nom entouré 2 fois dans son carnet et un soupçon qu'il n'osait pas exprimer trop publiquement. Pour l'instant, Aubrey Lennox. Il y avait quelque chose de complètement différent. Trop soigné, les réponses de l'homme étaient trop posées, trop polies. Il était d'une aide infaillible, sans jamais rien dire de concret, et pour un cousin dont le client avait disparu sans laisser de traces, il semblait étrangement insensible à l'angoisse. Le chagrin pouvait revêtir de nombreux visages. Cray le savait. Mais le sang-froid de Lennox lui donnait l'impression d'être celui qu'on s'exerce devant un miroir. La prudence était néanmoins de mise. Les villageois s'agitaient déjà comme des frelons autour de l'homme, et des accusations prématurées risquaient de brouiller encore davantage les pistes. De plus, il s'agissait toujours d'une disparition, même si elle devenait plus grave. À chaque heure de silence, Cray est retourné à Foxglove Grange avant le petit déjeuner, demandant cette fois l'accès à la bibliothèque. Mademoiselle Givens l'accueillit à la porte avec son expression sévère habituelle, bien que l'oppression autour de ses yeux laissait présager une nuit de sommeil perturbé. « La bibliothèque » répéta-t-elle. « Oui, bien sûr, inspecteur, mais je doute que vous y trouviez quoi que ce soit d'inhabituel. » La pièce était fraîche et sombre, les rideaux à moitié tirés pour se protéger du soleil matinal. Des livres étaient alignés au mur, leur dos luisant de cuir et de tissu. Une carafe de sherry intacte reposait sur un buffet. Cray avançait lentement, son regard scrutant les titres, les tableaux et le fauteuil de lecture en velours qui portait encore la légère marque de son dernier occupant. Il n'y avait, comme l'avait dit Mademoiselle Givens, rien de particulièrement inhabituel. Pas de sang, pas de verre brisé, pas de meubles renversés. Mais il y avait une impression d'absence. De quelque chose interrompu. Un petit plat en verre rempli de sucre d'orge reposait intact sur le bureau. Le buvard sous l'encrier ne portait aucune écriture récente. Cray examina les tiroirs du bureau et les trouva verrouillés. « Tu as une clé ?» demanda-t-il. Mademoiselle Givens fronça les sourcils. Lady Clara les gardait sous clé. Elle disait toujours que sa correspondance était privée. Elle ne laissait même jamais M. Lennox aller chercher ses lettres. Cray prit note. Écrivait-elle souvent? Des lettres, je veux dire, tous les jours,
Comme sur des roulettes, répondit la gouvernante. Généralement après le déjeuner. À qui? Mademoiselle Givens hésita. Chez le notaire, parfois, à sa nièce dans le Kent, et parfois à une association quelconque. Elle soutenait plusieurs œuvres caritatives. Fais ça, j'aimerais les voir si possible. J'apporterai ce que je peux trouver, dit-elle avec un hochement de tête serré. Cray quitta la bibliothèque avec plus de questions que de réponses. Pourquoi Lady Clara n'avait-elle pas écrit la veille de sa disparition? Où l'avait-elle fait? Et si oui, où était la lettre? Pendant ce temps, le village poursuivait sa propre enquête, menée principalement sur les comptoirs des magasins, dans les haies des jardins et dans des conversations. Je chuchotais au Rose and Crown. La suspicion avait rétréci son regard. « Vous pouvez me croire », dit M. Cribben, le maître de poste, en sirotant une pinte de bière brune. Aubrey Lennox a l'air d'un homme qui a abusé de son droit de visite. Elle lui a probablement dit de partir, et il ne l'a pas bien pris. Ça ne m'étonnerait. « Peu » murmura Madame Groves, une femme corpulente friande de théories obscures. Il rôde toujours avec ce sourire suffisant. Et n'a-t-elle pas modifié son testament récemment? C'est l'ami de ma cousine qui l'a dit. On dit toujours ça, dit le propriétaire. Quand quelqu'un disparaît, il y a toujours un Nouveau Testament en jeu. J'aimerais voir les papiers avant de me décider. Miss Marple, assise près de la cheminée, son sac à tricot à côté d'elle, ne disait rien. Mais ses oreilles captaient chaque syllabe avec une aisance acquise. Elle n'avait pas un penchant particulier pour les rumeurs, mais elle avait appris depuis longtemps que les ragots contenaient souvent des échos déformés de la vérité. Elle se leva tranquillement et se dirigea vers le bureau de poste, une idée se formant dans son esprit. « Bonjour, Miss Marple, » dit M. Cribben en entrant. « Je parie que vous avez reçu votre colis de Midsummer Wool and Thread ?»« En effet, même si j'ai peur que cela ait été retardé, » répondit-elle, avec un sourire doux. « En fait, je me demandais si vous pourriez m'aider pour une chose curieuse. L'autre matin, mercredi, je crois, Lady Clara a-t-elle envoyé des lettres ?» M. Cribben ajusta ses lunettes. « Laissez-moi voir. Oui, une, je crois. Une simple enveloppe marron, adressée à un cabinet d'avocats de Lincoln's Inn Fields. Pas d'autre, pas d'elle, juste une. » Miss Marple hocha la tête. « Vous avez une mémoire remarquable, Monsieur Cribben. » Il se pavana légèrement. « Dans mon métier, les détails sont importants. »« Tout à fait, » murmura-t-elle. « Et quand la lettre a-t-elle été postée? » ?»« En milieu d'après-midi. Je m'en souviens parce qu'elle avait raté la collecte précédente. Elle m'a demandé si je pouvais quand même la glisser dans la pile des départs. Et elle avait l'air bien, parfaitement. Un peu réservée, mais après tout, elle m'a toujours semblé réservée. Miss Marple partit avec un merci et une barre de réglisse emballée. Elle retourna au presbytère, plongée dans ses pensées. Pourquoi poster une lettre en milieu d'après-midi si l'on prévoyait de disparaître avant le petit déjeuner du lendemain, à moins qu'il ne se soit passé quelque chose entre l'écriture et la disparition? Et que dire de la lettre de l'avocat, celle qu'elle avait reçue et brûlée? Aurait-elle pu susciter une réponse? La chronologie reste une énigme. Clara reçoit une lettre, la brûle, en écrit une elle-même, puis disparaît avant l'aube. Quelque part dans ces petits gestes se trouve la réponse. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une visite polie à Elspeth Harville. La jeune femme paraissait fatiguée, le teint pâle et les yeux cernés par un début de fatigue. « J'espère que je ne vous interromps pas, » dit Miss Marple en entrant dans le salon. « Pas du tout, » répondit Elspeth en lui offrant du thé. « Franchement, je suis contente d'avoir de la compagnie. » Ils étaient assis ensemble, le tintement de la porcelaine apaisant le silence. « Elspeth, ma chère, » dit gentiment Miss Marple, « Lady Clara vous a-t-elle jamais fait de confidence concernant sa succession ou son testament? Elle l'a mentionné en passant il y a quelques mois. Elle a dit avoir apporté quelques modifications, mais n'a jamais donné de détails. J'ai toujours pensé qu'on me laisserait enfin quelque chose de modeste. Elle était gentille, mais pas sentimentale. Et Monsieur Lennox? » Elspeth fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Elle ne parlait jamais beaucoup de lui. Je sais qu'elle commençait à s'impatienter.
Il avait promis de partir à plusieurs reprises, mais il trouvait toujours des prétextes pour prolonger son séjour. Miss Marple hocha la tête. Oui, j'avais l'impression que c'était un homme très doué pour l'improvisation. Une pause. Elspeth, dit-elle doucement, a-t-on dérangé quelque chose dans la maison? Quelque chose a-t-il disparu? Elspeth hésita. Maintenant que tu en parles, je n'ai pas retrouvé la clé en laiton du bureau de Lady Clara. Elle la gardait toujours dans le pot avec les sachets de lavande. Mais elle a disparu. Intéressant, murmura Miss Marple. Plus tard, dans la soirée, alors que le crépuscule s'épaississait et que les digitales tremblaient dans la brise près du chemin du presbytère, Miss Marple s'assit avec ses travaux, d'aiguille et réfléchit. Une clé manquante. Une lettre envoyée après qu'une autre ait été brûlée. Une écharpe trouvée trop commodément. Et maintenant, les villageois tournaient comme des mouettes autour de M. Lennox, qui, peut-être, méritait d'être soupçonné mais pas encore tout à fait condamné. Non, pensa-t-elle, il était encore trop tôt. La vérité, soupçonnait-elle, ne résidait pas dans l'identité du bénéficiel plus clairement, mais qui inquiétait plus profondément sur ce qui pourrait être révélé. Elle prit son carnet et écrivit un mot discret, souligné 2 fois. Motif point la fin de l'après-midi du dimanche, apporta un calme maussade à Saint-Aldelme. La pluie, tombée par brèves et douces rafales tout au long de la matinée, laissa place à la brume. Un fin voile recouvrait les haies et imbibait les sentiers pavés, brouillant les contours familiers et conférant au village un air de silence respectueux. À l'intérieur du presbytère, Miss Marple était assise près d'un feu doux, son tricot momentanément oublié sur ses genoux. Les vitres tremblaient doucement dans leur cadre. Un plateau contenant une tasse de thé et un scone intact se trouvait à proximité. Son esprit était ailleurs. Il se repassait des bribes de conversation, l'odeur des tiroirs à la lavande, une écharpe oubliée à un endroit trop visible, et surtout, l'absence de ce qui aurait dû être présent. Elle avait tourné le mot motif encore et encore, comme une pierre dans sa main. C'était toujours là, sous le poids de chaque sourire, poli et de chaque déni pratiqué, parfois insignifiant, mesquinerie, jalousie, peur d'être exposé, parfois important, argent, vengeance, désespoir, mais toujours humain. Et aujourd'hui, elle allait rendre visite à l'endroit où la politesse rencontrait le plus de motivation, le cabinet du notaire. Une lettre brève avait suffi. Miss Marple avait écrit de son écriture soignée et penchée à Mi Howard Latham, l'avocat de Lady Clara, pour solliciter un entretien discret dès que possible, l'assurant qu'elle n'était ni de la police ni de la presse, mais une amie proche, de la famille. Sa réponse tout aussi brève et précise l'invitait à son cabinet à Felmingham, non loin de là, l'après-midi même. Le train en provenance de Saint-Aldelme se déroula tranquillement, s'arrêtant à chaque ferme et verger entre les deux. Mais Miss Marple s'en fichait. Cela lui laissait le temps de réfléchir. Les bureaux de M. Latham étaient situés dans une maison de ville géorgienne, juste à côté de la place. L'endroit était calme, ordonné et rempli de livres dont les jaquettes n'avaient pas été touchées depuis des décennies. Une jeune secrétaire aux cheveux soigneusement séparés l'accueillit d'un signe de tête. « Monsieur » Latham, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux fins et argentés et portant des lunettes sans monture, se leva pour la saluer. « Mademoiselle Marple, quel plaisir, je dois avouer que votre nom ne m'est pas inconnu. Vous avez déjà été d'une certaine aide pour les autorités, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de tricoter plusieurs choses ensemble, répondit-elle avec un sourire tendre. Souvent, là où d'autres oubliaient une maille perdue. Il rit doucement. Très bien, vous disiez que c'était à propos de Lady Clara Harville? Oui, je crois que tu lui as envoyé une lettre mardi dernier. Monsieur Latham ajusta ses lunettes. C'est exact. Il s'agissait de quelques modifications à son testament et de la création d'une petite fiducie. Puis-je vous demander, cette révision a-t-elle été motivée par de nouvelles informations ou par un changement d'opinion? Il hésita.
Lady Clara est restée vague dans ses propos, mais elle a exprimé son inquiétude quant à l'avenir à long terme de sa succession. Elle a indiqué qu'elle avait l'intention de réduire un legs initialement prévu et d'allouer une somme plus importante à des œuvres caritatives, notamment une bourse d'études. Miss Marple pencha la tête. Et cet héritage réduit aurait-il affecté une personne en particulier? Monsieur Latham la regarda longuement. Monsieur Lennox. Comme je le soupçonnais. Elle s'arrêta, les doigts légèrement entrelacés sur ses genoux. Est-ce qu'elle a mentionné pourquoi elle faisait ce changement? Elle a seulement dit qu'elle avait été trompée sur le caractère de quelqu'un, et qu'elle et elle devraient arranger les choses tant qu'elle le pouvait encore. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent légèrement. Pardonnez-moi de vous demander, mais le testament révisé incluait-il sa nièce, Miss Elspeth Harville? C'est vrai, modestement, mais oui. Je vois, dit Miss Marple en se levant. Vous avez été très aimable, monsieur Latham. Une dernière chose, si vous me le permettez. Le document modifié vous a-t-il été retourné et signé? Non. C'est ce qui me dérange. Elle a demandé qu'un brouillon lui soit envoyé immédiatement et a promis de le renvoyer sous 3 jours. Et pourtant, elle a disparu avant d'avoir pu le faire. Précisément. Miss Marple le remercia et prit congé. Lorsqu'elle retourna, sur la place, la brume s'était dissipée, remplacée par la lumière diffuse de la fin d'après-midi. Mais les nuages de ses pensées restaient denses. Lady Clara n'avait pas disparu sans raison. Elle s'apprêtait à agir de manière décisive, légale et peut-être même conflictuelle. Cet acte même avait peut-être précipité sa disparition. Le moment était trop proche, et pourtant, le mandat du notaire n'avait pas été retrouvé dans la maison. Pourquoi? De retour à Foxglove Grange, Elspeth était assise dans la salle de musique, caressant nonchalamment les touches d'un piano en palissandre qui n'avait pas été accordé depuis des années. Le son était brisé et irrégulier, les notes tombant comme des cloches fêlées. Aubrey Lennox se tenait à proximité, tenant un verre contenant quelque chose d'ambre et souriant, avec un charme las. Elle a toujours été si attachée aux formalités, n'est-ce pas? Dit-il. C'est ce qui rendait l'endroit si ennuyeux, je crois. Pas de spontanéité, pas de vie. Je ne me souviens pas que sa vie ait été ennuyeuse, dit Elspeth d'un ton neutre. Elle maintenait cette maison en ordre, avec plus d'ordre que la plupart des navires. Et elle payait les factures de ton tailleur, n'est-ce pas? Le sourire d'Aubrey s'éclaircit. Attention, cousin. Ça sonnait presque comme une remarque acerbe. Elspeth se leva. C'est peut-être vrai. Miss Marple arriva peu après avoir emprunté l'entrée latérale par le jardin. Miss Givens l'accueillit à la porte quelque peu surprise. Du thé, Miss Marple? Et ça ne vous dérange pas. Et peut-être un petit moment à la bibliothèque? La gouvernante la fit entrer et revint avec le plateau de thé. Miss Marple était assise seule, parcourant la pièce du regard avec une attention délicate. Le silence était de retour, la sensation de quelque chose d'invisible. Elle s'approcha lentement de la cheminée, examinant le manteau. 2 chandeliers en laiton, une horloge, une bergère en porcelaine, et juste à côté de l'horloge, quelque chose de bizarre. Le bout d'un morceau de papier plié était tombé entre le bord de l'horloge et la cheminée. Elle tendit délicatement son mouchoir bordé de dentelle et le dégagea. C'était un fragment déchiré, brun, raide, le bord d'une page dactylographiée. Il n'en restait que quelques mots. Retirant la somme en question, je par la présente. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. Elle poursuivit ses recherches, silencieusement désormais, se penchant, pour vérifier l'espace sous le bureau. La moquette avait été brossée récemment, mais elle remarqua quelque chose d'étrange près de la plainte, une minuscule trace de seau de cire, le type utilisé dans la correspondance privée. Elle prit son sac à main et en sortit un petit carnet. Cachet de cire, brouillon déchiré, aucune enveloppe visible,
Celui qui avait retiré le document l'avait fait précipitamment, ou avait tenté de le détruire, mais pas complètement. Elle prit son thé en silence, puis demanda à Miss Givens de revenir. « Puis-je vous demander de jeter un œil aux gants de jardinage de Lady Clara ?» demanda-t-elle. Mademoiselle Givens cligna des yeux. « Ces gants? Oui, elle était très exigeante avec eux, je crois. Elle en gardait plusieurs paires dans le placard. Du vestiaire, je crois. Pourquoi? J'ai souvent constaté que les indices les plus intéressants se cachent dans les endroits les plus pratiques. » Quand les gants furent apportés, Miss Marple les examina lentement. 3 paires, toutes utilisées, mais propres, sauf un, tachées de terre aux doigts et humides, bien que les autres soient secs. Elle glissa sa main à l'intérieur et trouva quelque chose de froissé dans son doigt. Un morceau de papier, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, plié fermement. Miss Marple l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient 3 mots, griffonnés à la hâte. « Il sait, ce soir. » Elle n'a rien dit à mademoiselle Givens. Pas encore. Au lieu de cela, elle la remercia, glissa le papier dans son sac et retourna au presbytère en traversant le jardin. C'est pas inhabituellement rapide pour son âge. L'écharpe avait été placée. Le testament avait été retardé. Et quelqu'un savait, au moins mardi soir, que tout était sur le point de changer. Le lendemain matin, l'aube était vive et exceptionnellement lumineuse, les nuages se dissipant comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre sur le ciel. Le changement de temps ne contribua guère à améliorer l'ambiance à Saint-Aldelme. Dans la grange, une atmosphère de calme fragile s'était installée, un voile fin tendu sur une maison désormais agitée par une tension sourde. Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Le mot qu'elle avait trouvé, « Il sait, ce soir », n'avait pas quitté ses pensées. Écrit à la hâte, les traits irréguliers, le message impliquait une confrontation. Mais qui l'avait écrit? Et surtout, qui était Layle? Elle avait passé une partie de la soirée à comparer des échantillons d'écriture provenant de cartes et de mots de remerciement dans le tiroir à lettres de Lady Clara. Le mot ne correspondait pas à l'écriture élégante et droite de Clara. Il ne ressemblait pas non plus à l'écriture penchée et bouclée des lettres occasionnelles d'Elspeth. Mais il ressemblait, de façon remarquable, au gribouillage hâtif sur l'enveloppe qu'Aubrey Lennox avait adressé pour une tombola du village le mois précédent, lorsqu'il avait inscrit « Foxglove Grange » en grande capitale flamboyante. Puis il marqua une pause presque incertain avant de le souligner. Miss Marple garda ses soupçons pour elle pour l'instant. Elle avait besoin d'en savoir plus. Non seulement qui avait écrit le mot, mais quoi il savait. Les secrets, d'après son expérience, avaient une façon particulière de fermenter lorsque le temps tournait. Et ainsi, juste avant 10 heures, elle retourna à Foxglove Grange, cette fois avec un air délibéré. Mademoiselle Givens ouvrit la porte avec son calme austère habituel, bien que ses yeux semblaient cernés de fatigue. « Je me demandais, » dit gentiment. « Miss Marple, si je pouvais m'asseoir un moment avec Miss Elspeth. J'aimerais discuter de quelque chose, et j'ai l'impression qu'elle est plutôt seule dans cette situation. » Mademoiselle Givens hésita un instant avant de s'écarter. « Elle est dans le salon Est. Je vous apporte du thé. » Miss Marple trouva Elspeth assise près de la fenêtre, les jambes repliées sous elle, un roman non ouvert sur ses genoux. « Je ne peux plus lire, » dit Elspeth doucement sans se retourner. « Plus depuis que c'est arrivé. Les mots flottent sans cesse sur la page. » Miss Marple s'assit doucement en face d'elle. « C'est tout à fait naturel, ma chère. Le calme invite. À la réflexion, et parfois, la réflexion est plutôt douloureuse. » Elspeth leva enfin les yeux. Ses yeux étaient rouges, mais fixes. « Tu crois qu'elle est morte? »« Je crois, » dit Miss Marple, « que les gens ne disparaissent pas sans raison, et que, lorsqu'ils disparaissent, il y a toujours une raison cachée quelque part, comme une racine sous un rosier. On ne la voit peut-être pas, mais elle perturbe quand même le sol. » Elspeth eut un rire creux. « Tu parles comme si tout s'inscrivait dans un dessin plus vaste. »« Oh non, » répondit doucement Miss Marple. «
Je crois simplement au principe de cause à effet. Surtout dans la classe moyenne anglaise. Quand les gens font des erreurs, ils essaient de les dissimuler. Quand ils se sentent menacés, ils se mettent sur la défensive. Quand ils se sentent coupables, ils deviennent imprévisibles. Et quand il y a de l'argent en jeu, eh bien, les choses deviennent vraiment passionnantes. Il y eut une pause. « Je pense qu'il l'a effrayé », dit finalement Elspeth. « Monsieur Lennox ?» Elspeth hocha la tête. Elle était devenue froide envers lui, pas impolie, mais distante. Elle m'a dit un jour, un homme qui ne gagne pas sa vie a tendance à se faire pousser des griffes. Je ne la comprenais pas vraiment à l'époque. Maintenant, je la comprends. Miss Marple étudia le visage de la jeune fille. Croyez-vous qu'elle lui a dit qu'elle modifiait son testament? Je pense qu'il l'a deviné. Il avait une façon de savoir des choses qu'on ne disait pas à voix haute. Et tu penses qu'il aurait pu lui faire du mal? Les lèvres d'Elspeth se pincèrent. Je ne sais pas de quoi il est capable, mais il ment facilement, comme s'il le faisait pour s'amuser. Miss Marple lui tapota la main. La vérité, ma chère, finit toujours par éclater. Elle peut arriver en lambeaux ou enveloppée de rubans, mais elle fait bien. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Cray revint à la grange muni d'un mandat de perquisition pour les effets personnels de Lady Clara. La pression croissante des autorités du comté, alimentée par l'inquiétude du public, l'y avait contraint. Il était accompagné de 2 agents et d'un sombre objectif. Aubrey Lennox était dans le salon, lisant distraitement un magazine de voyage. « Vraiment, inspecteur, » dit-il en le mettant de côté, « ça devient pénible. D'abord les interrogatoires, puis les accusations, et maintenant une perquisition complète. Dois-je aller chercher mon avocat? Je vous en prie, dit Cray d'un ton neutre. En attendant, nous allons examiner la maison. Complètement. La fouille commença par les étages supérieurs, les armoires à linge, les chambres, le grenier. Chaque tiroir fut ouvert, chaque placard examiné. Arrivé à la chambre de Lennox, Cray lui fit signe de rester en bas. À l'intérieur, ils ne trouvèrent que peu de choses importantes, à l'exception d'une sacoche dans l'armoire contenant diverses dettes, d'une liasse de billets de club londonien et d'une lettre d'un prêteur sur gage adressée à un certain Monsieur A. Lennox, déposée dans une boîte postale introuvable. Rien d'illégal, mais suffisamment pour suggérer un mobile. En bas, Miss Givens aidait les agents à ouvrir les placards du bureau lorsqu'elle s'arrêta. « Ce tiroir est toujours resté coincé », dit-elle en tirant sur le panneau inférieur du bureau. Cray se pencha. « Permettez-moi. » Il tira brusquement sur le tiroir. Il s'ouvrit avec un cri de protestation et quelque chose en sortit, une photographie, pliée au coin. Cray la ramassa. C'était une photo de Lady Clara, assise sur le même banc près du ruisseau, un léger sourire. Et à côté d'elle, non, pas Aubrey, mais un homme d'une 40aine d'années, l'air sévère, les mains jointes sur ses genoux. « Qui est-ce » demanda Cray en le montrant à Miss Givens. Elle plissa les yeux. « C'est Henry Pratt, son ancien jardinier, parti subitement il y a quelques années. Pourquoi? Je ne sais pas. Un jour, il a tout simplement arrêté de venir. Il a dit qu'il n'aimait pas l'air et il a disparu. Cray a classé ça. Qui a pris la photo? Clara, si. Elle en gardait toujours des copies. Miss Marple, qui était arrivée discrètement au fond de la salle, s'éclaircit la gorge. « Henry Pratt ?» dit-elle. « Je me souviens de lui. Il aimait trop son cidre, mais il taillait toujours le buis avec précision. La rumeur disait qu'il avait été fiancé à une jeune fille qui épousa plus tard le frère de Clara. Mademoiselle Givens cligna des yeux. « J'avais oublié ça. » « Je ne l'avais pas fait, » dit Miss Marple, « et j'imagine qu'Henry non plus. » Cray les regarda tour à tour. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Seulement ceci, » dit Miss Marple calmement. « Le passé de Lady Clara est peut-être plus sombre que nous le pensions, et si quelqu'un avait cru qu'elle avait l'intention de révéler quelque chose, ou de réparer une injustice longtemps passée sous silence, il aurait pu agir. Suggérez-vous que Pratt est revenu ? Je suggère que nous regardions au-delà de l'évidence.
et que l'écharpe n'était peut-être pas le seul objet dissimulé pour nous distraire. Ce soir-là, Miss Marple marcha seule jusqu'au bord du parc de la Grange, s'arrêtant près du ruisseau et du banc maintenant à moitié caché, sous un voile de fleurs de sureau. Elle était assise, les mains jointes sur ses genoux, et écoutait. Non, pas au chant des oiseaux ou à la brise, mais au silence. Il y avait autrefois eu la paix ici. Elle en ressentait l'absence, et puis ses yeux tombèrent sur quelque chose de curieux. Au pied du banc, dans le terreau meuble où les pieds reposaient, la terre était remuée, légèrement retournée, comme si quelqu'un s'était agenouillé. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit crochet en argent. S'agenouillant avec difficulté, elle tâta le sol, une fois, deux fois, et là, juste sous la surface, elle l'a trouvé une chaîne or ternie. Avec un médaillon en forme de fleur de digital, elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photographie de Lady Clara, cette fois seule, et un bout de papier plié en 4. Le papier était vieux et cassant, mais lisible. On pouvait y lire « Pardonnez-moi, j'ai attendu trop longtemps ». Miss Marple se leva lentement. Quel, que soit dans les secrets que Clara Harville avait enterrés, au sens figuré ou non, quelqu'un avait essayé de les garder cachés, mais les secrets, comme la digitale, avaient tendance à fleurir malgré tous les efforts. La découverte du médaillon sous le banc orné de fleurs de sureau modifia l'atmosphère de la vitrine, telle une rafale précédant un orage. Miss Marple retourna au presbytère, avec le délicat charme en forme de fleur, soigneusement enveloppé dans son mouchoir de lin. Elle ne dit rien immédiatement. Le moment était venu de parler et il n'était pas encore venu. Ce qui l'intriguait n'était pas seulement le médaillon lui-même, mais le message qu'il contenait. « Pardonnez-moi, j'ai attendu trop longtemps. » Qui l'avait écrit? Était-ce un mot de Lady Clara à quelqu'un qu'elle avait lésé ou un mot à son de quelqu'un désormais rongé par le regret? Et pourquoi l'enterrer sous terre, près du banc? Ce geste exprimait quelque chose d'intime, de douloureux. De retour à Foxglove Grange, l'inspecteur Cray s'impatientait. Son mandat avait expiré et malgré des recherches minutieuses et un dossier de plus en plus fourni d'indices circonstanciels, aucun corps n'avait été retrouvé. Et sans corps, il avait les mains liées. Miss Marple le savait. Aubrey Lennox aussi, qui arpentait désormais les couloirs d'un pas léger et d'un rire plus fort qu'il n'y paraît. « Dites-moi, » dit-il au sergent Reeve en souriant, « avez-vous fini de fouiller mes sous-vêtements? Ou dois-je simplement les accrocher sur la place du village pour inspection? » Reeve n'a rien dit, mais ce fut Miss Givens, sèche et sans sourire, qui apporta la réponse la plus révélatrice. Cet après-midi-là, elle se rendit, sans invitation, au presbytère, où elle demanda Miss Marple et fut conduite dans le petit salon donnant sur les rosiers. « Je m'excuse de vous appeler à l'improviste, » dit-elle, la posture raide, la voix basse. « Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer, et j'aurais dû le faire plus tôt. » Miss Marple joignit les mains et hocha doucement la tête. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Mademoiselle Givens déposa sur la table entre eux un petit paquet carré, enveloppé dans du papier kraft et attaché avec de la ficelle. Elle défit la ficelle d'une main experte, révélant une pile de lettres pliées, nouées avec un ruban bleu délavé. Ces objets étaient cachés derrière un faux panneau dans le vieux bureau du salon, dit-elle. Je les ai découverts l'année dernière en faisant la poussière. À l'époque, j'ai pensé qu'il s'agissait de souvenirs sentimentaux, peut-être de Lord Harville. Lady Clara était une femme réservée, et je ne voulais pas m'immiscer dans leurs affaires. Mais maintenant, Miss Marple prit délicatement le paquet et ouvrit la lettre du dessus. Elle était datée d'avril 1902, soit bien plus de 30 années, 15 auparavant, et ce n'était pas de Lord Harville. Ma chérie Clara, ça a commencé. Je t'ai revue à la garden party de Whitworth et j'avais du mal à respirer. Pourquoi devons-nous continuer cette farce? Tu sais aussi bien que moi que je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'attendrai au bord du ruisseau, comme toujours, jusqu'à ce que tu me dises qu'il n'y a plus d'espoir. J'attendrai là, même si cela signifie attendre une éternité.
Miss Marple lisait en silence, la peau de sa nuque la picotant. Ce n'est pas une histoire d'amour qui s'est terminée dans « le bonheur », murmura-t-elle. C'est un chagrin d'amour qui s'envenime. Il y a 23 lettres, dit Miss Givens, toutes écrites par Henry Pratt. Miss Marple leva brusquement les yeux. Le jardinier? Mademoiselle Givens hocha la tête. Il était amoureux d'elle, semble-t-il. Elle n'en a jamais parlé à personne, pas même à son frère, même si je soupçonne qu'il le savait. Puis Clara a épousé le juge Harville, et Henry a disparu peu après. Je crois qu'ils se sont brouillés. Et tu penses qu'il est revenu? Je ne sais pas, dit doucement Mademoiselle Givens. Mais quelqu'un a caché ses lettres. Et si Lady Clara était au courant depuis toutes ces années, peut-être avait-elle l'intention de se racheter. Peut-être que quelqu'un ne le voulait pas. Miss Marple pensa aussitôt à la photographie trouvée dans le tiroir, montrant Clara et Henry sur ce même banc. Le médaillon enfoui non loin. Le mot à l'intérieur, un schéma se dessinait, trop personnel, trop marqué par le temps pour être ignoré. Se pourrait-il que cette disparition ne soit pas le fruit d'un héritage ou d'une vengeance, mais de quelque chose de plus profond? Une blessure rouverte? Ce soir-là, Miss Marple envoya un message à l'inspecteur Cray, lui demandant une rencontre discrète le lendemain matin. Il arriva au presbytère vêtu de son habituel pardessus sombre, la pluie mouillant le bord de son chapeau. « Vous avez quelque chose pour moi, Miss Marple ?»« Je crois que oui, dit-elle, et elle présenta le paquet de lettres, le médaillon et ses notes sur les deux. Cray lut l'une des lettres en fronçant les sourcils. « Pratt, Seigneur. On n'y avait même pas pensé. Tu devrais, dit-elle. Il est parti dans des circonstances étranges, et il est peut-être revenu. La photo suggère qu'elle lui réservait une place, émotionnellement, sinon sincèrement, et quelqu'un a peut-être craint ce qu'elle comptait faire à ce sujet. Tu penses que c'était personnel. Je pense que la plupart des meurtres le sont, répondit-elle doucement. Mais je crois aussi que tu devrais fouiller à nouveau le ruisseau, pas seulement les berges, mais aussi les bas-fonds, et sous les racines de ce sycomore, certains secrets se déposent dans les eaux calmes. Cray fronça les sourcils. On a déjà cherché. Pas assez, dit-elle en se levant. Il y a quelque chose là-dessous, je le sens. À midi, une équipe d'agents était de retour au ruisseau, cette fois munie de pelles, de bottes en caoutchouc et de longues perches. Cray supervisa lui-même les recherches. Il fallut plus d'1 heure avant que l'appel ne soit lancé. « Monsieur, il y a quelque chose ici. » Enfoui sous un enchevêtrement de racines au bord de l'eau se trouvait un morceau de tissu déchiré, de la laine, à carreaux, accroché à l'accroc d'une branche. En dessous, encore plus enfoncé dans la terre meuble, se trouvait quelque chose de plus lourd. Il a fallu des efforts et du soin pour le sortir. Une valise à l'intérieur, des vêtements, un miroir à main et, au fond, un portefeuille contenant un permis de conduire, Dame Clara Harville. Mais pas de corps. Miss Marple est arrivée alors que la valise était cataloguée, son expression indéchiffrable. « Qu'en penses-tu » demanda Cray. Elle regarda le sac trempé. Je crois qu'elle avait prévu de partir. Peut-être juste pour quelques jours, pour rencontrer quelqu'un. Pratt? C'est possible. Elle souhaitait peut-être lui parler avant de signer le Nouveau Testament. Peut-être craignait-elle que quelqu'un ne l'en empêche, ou peut-être ne voulait-elle pas être suivie. Et que s'est-il passé? Miss Marple secoua la tête. Il y a eu un problème. Soit elle n'est jamais arrivée au rendez-vous, soit elle y est allée et quelqu'un l'attendait. Cray fronça les sourcils. Mais qui le saurait? À moins que... Oui, dit Miss Marple d'une voix très basse, à moins que quelqu'un ait lu la lettre qu'elle a brûlée, ou entendu ses projets, ou l'ait suivi. Et l'écharpe? Un leurre? Laissé pour suggérer la violence, ou pour éveiller les soupçons. Quiconque l'a laissé chercher nous faire croire qu'elle avait été attaquée. Cray se frotta la tempe. Cette affaire est trop compliquée. Des racines emmêlées, répondit-elle. Mais même des racines emmêlées nous disent de quelque chose. Ce soir-là, Miss Marple fit une dernière visite.
chez Dora Hensley, l'ancienne domestique de Foxglove Grange, qui vivait désormais dans un cottage à l'extrémité du village. La femme l'accueillit d'abord avec méfiance, mais s'adoucit à la vue du médaillon. « Je croyais qu'elle l'avait perdu, » dit Dora. Elle le portait toujours rentré dans son chemisier. Elle a arrêté de le porter. Peu de temps. Avant mon départ, elle était devenue distante. Elle avait arrêté de parler d'Henry. Elle avait arrêté de regarder par la fenêtre. « As-tu revu Henry ?» Dora hésita. « Une fois. J'ai cru le voir au village, l'année dernière, peut-être plus. Juste un aperçu, cheveux gris, même démarche. Mais je n'en étais pas sûr, c'était le crépuscule. » « Est-ce que Lady Clara le savait ? » ?»« Je ne sais pas, » murmura Dora. Mais elle semblait perturbée après ça. Elle a commencé, à verrouiller sa porte. Elle a vérifié le portail arrière. Miss Marple partit dans la fraîcheur du début de soirée, le cœur lourd. Il manquait encore des pièces. Des ombres étaient toujours introuvables, mais maintenant elle en était certaine. Ce mystère ne résidait pas seulement dans la trahison financière ou la cupidité familiale. Cela appartenait au passé, aux promesses non tenues, et chez quelqu'un qui avait attendu trop longtemps. Le calme de ce lundi matin semblait presque délibéré, comme si le village lui-même retenait son souffle. Un brouillard bas planait sur les haies et les toits de tuiles de Saint-Aldelme, étouffant les bruits de la vie quotidienne. Les portes s'ouvrirent lentement. Les mots furent prononcés à demi-teinte. C'était comme si le sol, sous Foxglove Grange, s'était mis à trembler, et les villageois le sentaient sans savoir pourquoi. Au presbytère, Miss Marple écrivait des lettres à son bureau en palissandre poli, son regard se portant de temps à autre vers la fenêtre, où les derniers pétales du printemps s'accrochaient obstinément au pommier. Elle ne rédigeait ni un mot de politesse, ni une lettre de condoléance. Elle rédigeait ce qu'elle décrivit plus tard au vicaire comme un petit piège poli. Le temps était venu, croyait-elle, de faire éclater la vérité au grand jour, non par la confrontation, mais par une exposition en douceur. Comme elle le savait depuis longtemps, la culpabilité n'aimait pas rester en silence. Elle s'agitait, elle enflait, et finalement elle parlait. Elle plia soigneusement la lettre, la scella dans du papier bleu pâle et l'adressa d'une écriture ronde et lisible. Puis elle l'envoya en main propre à Foxglove Grange. En fin d'après-midi, Miss Marple avait pris place dans le petit salon de la grange, un endroit inoccupé depuis la disparition de Lady Clara. Les rideaux étaient ouverts pour la première fois depuis des jours, laissant une lumière dorée baigner le parquet ciré et l'air poussiéreux. Un plateau à thé était posé sur la table basse entre elle et le visiteur qu'elle avait sollicité, Aubrey Lennox. Il est arrivé comme d'habitude, gracieusement en retard, impeccablement habillé et arborant une expression de légère curiosité mêlée d'ennui poli. « Vous m'avez convoqué, Miss Marple ?» demanda-t-il en lissant sa manche avant de s'asseoir. « Je dois admettre qu'il est rare que je reçoive une invitation aussi formelle. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « J'ai pensé qu'une conversation civilisée pourrait nous aider, à clarifier les choses. Il y a eu tant de rumeurs malheureuses. » Il rit doucement. « J'ai bien peur que les murmures me trouvent toujours. C'est mon destin tragique, bien trop élégant pour mon bien. L'élégance a ses inconvénients, acquiesça-t-elle doucement, et on oublie souvent que le style n'est pas une preuve de caractère, le charme non plus. » Son sourire s'étira, l'espace d'une seconde. En effet, elle versa le thé avec une grâce experte, lui offrant la première tasse. Du lait, juste un contact. Ils sirotèrent un verre en silence pendant un moment. Dehors, un merle chantait depuis le mur du jardin. « J'aimais beaucoup Clara. Tu sais, » dit soudain Aubrey. « J'ai peut-être plaisanté sur sa rigidité, mais c'était une vraie Anglaise, franche, correcte. Elle ne manquait jamais d'envoyer un mot de remerciement, même quand ce n'était pas nécessaire. »« Très bel éloge, » murmura Miss Marple. « Et pourtant, je me demande, pourquoi n'avez-vous pas parlé de la photo à l'inspecteur Cray ?» Il leva les yeux, surpris. « Quelle photo ?»
celui de Lady Clara et Henry Pratt, posé sur le banc derrière la grange. Il a été retrouvé caché dans le tiroir de la bibliothèque. Je crois que vous aviez accès à ce tiroir avant ça. Fouille. Il cligna des yeux. Je n'ai remarqué aucune photo. Curieux, dit-elle doucement, parce que mademoiselle Givens a mentionné que Lady Clara gardait sa correspondance secrète, et pourtant la photo était restée. Je me demande si elle a été laissée délibérément, ou si quelqu'un a pensé que personne ne reconnaîtrait l'homme qui y figure. Il se pencha légèrement en arrière. Je ne vois pas où cela mène. Miss Marple. Elle pencha la tête. Clara non plus. Jusqu'à récemment, je crois. Voyez-vous, elle avait l'intention de modifier son testament, de vous retirer de sa liste d'héritiers. Sa mâchoire se serra juste un bref instant. Miss Marple poursuivit. Elle a envoyé une lettre à son avocat la veille de sa disparition. Mais elle n'a jamais signé le document révisé. Quelqu'un s'en est assuré. Tu m'accuses. Son ton devint soudain sec, le vernis craquant légèrement. Non, dit-elle d'une voix douce comme du papier. Pas encore. Je voulais simplement voir comment tu réagirais. Souvent les gens se révèlent non pas par la confession mais par le malaise. Il se leva brusquement. Si vous avez d'autres allégations, Miss Marple, je vous suggère de les porter à la connaissance des autorités. J'en ai assez d'être le bouc émissaire du village. Elle hocha doucement la tête. Comme tu veux, mais avant de partir, tu pourrais peut-être poser une dernière question à une vieille dame. Oui. Il s'arrêta sur le pas de la porte. Cette écharpe, dit-elle, celle trouvée près du ruisseau. Saurais-tu où elle a été achetée? Il se retourna lentement. Non. Pourquoi le ferais-je? Parce que c'était celui de ta mère, dit-elle doucement. J'ai vu une photo d'elle un jour le portant, dans un cadre que tu gardais près de ton lit. Il n'a rien dit. Vous avez prétendu ne pas le reconnaître, dit-elle, mais je crois que vous l'avez très bien reconnu, parce que vous l'avez placé là, n'est-ce pas? Non pas pour tromper la police, mais pour tromper quelqu'un d'autre. Vous-même peut-être. Ou Elspeth. Ses doigts se crispèrent. Sur le chambranle. Bonjour, Miss Marple. Et il était parti. Ce soir-là, Elspeth était assise avec Miss Marple dans le jardin du presbytère, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé. « Je ne comprends pas, dit-elle. Pourquoi mentir à propos du foulard? Parce que c'était sentimental, répondit Miss Marple. Et les émotions rendent les gens stupides. Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de faire du mal à Clara au départ. Je pense qu'il voulait l'effrayer, peut-être suffisamment pour qu'elle reconsidère son testament. Mais quand elle a disparu, il a paniqué. Et les hommes paniqués essayent de détourner l'histoire. Les yeux d'Elspeth s'embuèrent. « Tu crois qu'elle est morte ?» Miss Marple regarda le ciel, maintenant teinté de rose. « Non, je crois qu'elle est allée retrouver quelqu'un au ruisseau, quelqu'un en qui elle avait confiance, et je crois que quelqu'un a essayé de l'aider à disparaître. » Tu veux dire Henry? Je crois que oui. Il est peut-être revenu après toutes ces années. Peut-être que Clara lui a demandé de l'aide. Peut-être avait-elle quelque chose à dire. Mais pourquoi laisser ses affaires, son sac, son médaillon? Le regard de Miss Marple s'éclaircit. Parce qu'elle n'avait pas prévu de partir. Longtemps. Ou parce que quelqu'un d'autre avait fait ses valises. Ou peut-être parce qu'elle n'est jamais arrivée. Le silence entre eux devint épais. « Alors où est-elle » murmura Elspeth. Miss Marple se tourna vers elle. « C'est ce que nous devons découvrir, dit-elle, mais pas en poursuivant les ombres. Non, nous devons les attirer vers la lumière. » Le lendemain matin, Mademoiselle Marple organisa une petite réunion au presbytère. Elle invita Elspeth, Mademoiselle Givens, Aubrey Lennox et l'inspecteur Cray. Un feu avait été allumé dans la cheminée, malgré la douceur du temps, et du xérès avait été servi dans de modestes verres. « J'ai pensé qu'il était temps, » commença Miss Marple, « de clarifier certaines choses. Il y a eu trop de peur, trop de suppositions. » Cray hocha la tête, observant attentivement. Miss Marple se tourna vers Aubrey. «
Monsieur Lennox, lorsque Lady Clara vous a demandé de quitter Foxglove Grange en avril, vous avez refusé. Elle commençait à soupçonner que vous preniez des libertés avec ses comptes. Pas illégales, remarquez, mais déshonorantes. Le visage d'Aubrey s'assombrit. Elle a découvert, poursuivit mademoiselle Marple, que vous aviez écrit à son avocat en vous faisant passer pour elle, pour lui demander des détails sur son patrimoine. Vous pensiez qu'elle ne le découvrirait pas, mais elle l'a fait. Aubrey rit froidement. Et où est cette preuve? Miss Givens se leva brusquement. Dans le tiroir du bas de son bureau. Elle me l'a montré elle-même. La signature était falsifiée. La pièce s'est tue, la bouche d'Aubrey s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Et donc, dit Miss Marple, vous avez essayé de l'effrayer. Vous avez laissé l'écharpe. Vous avez peut-être même touché à la valise, pour suggérer qu'elle était partie précipitamment. Mais comme elle n'est pas revenue, à l'arrivée de la police, vous avez joué les innocents, parce que vous ne saviez vraiment pas où elle était allée. Aubrey s'assit lentement, stupéfaite et silencieuse. Miss Marple se tourna vers Cray. Il est temps de réinterroger tout le monde au village, y compris Dora Hensley, et nous devons nous demander non pas qui recherchait Clara est parti, mais qui la voulait sûre. Dehors, le vent se levait, bruissant à travers les haies. Quelque part, cachée, attendant, se trouvait Lady Clara. La vérité n'était plus enterrée. Cela remontait à la surface. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange silence à Saint-Aldelme. Un silence non pas né de la paix, mais de l'attente. La nouvelle s'était répandue, bien sûr. Pas dans les détails précis, car Miss Marple connaissait la valeur de la discrétion, mais suffisamment d'informations avaient de filtrer de la réunion du presbytère pour mettre le village en émoi, Aubrey. Lennox ne marchait plus avec son air habituel d'assurance posée. Il restait confiné dans sa chambre de la grange, n'en sortant que pour de courtes promenades hérissées, ignorant les regards curieux des passants. Les murmures ne l'amusaient plus. Ils l'effrayaient. Et sous cette peur, quelque chose d'autre commençait à grandir. La résignation. L'inspecteur Cray, de son côté, avait commencé à interroger sérieusement les villageois, avec un intérêt renouvelé pour Henry Pratt. Son dossier sur cet homme avait doublé d'épaisseur en 3 jours. Il s'avéra que l'ancien gardien n'avait jamais vraiment disparu. On l'avait aperçu occasionnellement dans les villages voisins, gagnant sa vie comme homme à tout faire, buvant parfois un peu trop et parlant un peu trop. Mais il restait toujours proche. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, personne n'a pu le dire. Miss Marple, quant à elle, ne restait pas inactive. Elle est allée à la poste. Encore une fois, elle rendit visite au chef de gare qui se souvint d'un homme aidant une femme âgée à monter dans le train de 6h15 en provenance de Felmingham le lendemain de la disparition de Clara, une femme dont le chapeau cachait une grande partie de son visage et qui marchait avec effort mais dont les chaussures, dit-il, ne correspondèrent pas au style habituel des habitants de la campagne. Elle ne portait aucun bagage, et elle rendit visite à Dora Hensley une fois de plus. Cette fois, elle est venue avec une question simple. Lady Clara a-t-elle déjà mentionné le couvent de Greystone? Dora la regarda, surprise. Le couvent. Eh oui, celui près du coude de la rivière. Il a été établi juste après la guerre, petit, tranquille. On y accueille des femmes en quête d'asile. Lady Clara m'a dit un jour qu'elle admirait leur simplicité. Elle disait que cela lui rappelait la vie qu'elle aurait pu avoir si elle ne s'était pas mariée. Le regard de Dora se détourna. Elle m'a demandé un jour s'ils acceptaient les visites, juste en passant. Miss Marple hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Vendredi, Miss Marple avait tout ce dont elle avait besoin. Elle invita Cray, Elspeth, Miss Givens et, oui, même Aubrey Lennox, au salon de la grange, le cœur même de la maison que Lady Clara avait si soigneusement présidée. La pluie claquait, légèrement contre les hautes fenêtres. Un feu crépitait avec une autorité réconfortante. Ils arrivèrent un par un. Aubrey arriva le dernier, l'expression mêlant irritation et fatigue. « Encore des spéculations » murmura-t-il en s'installant dans un fauteuil avec un soupir théâtral. « Faut-il qu'on continue cette pantomime ?»« Plus qu'un peu.
dit doucement Miss Marple. « Voyez-vous, j'ai retrouvé Lady Clara. » Les mots étaient si calmes, si directs, que pendant un instant, personne ne réagit. Elspeth cligna des yeux. « Tcha, l'as-tu trouvé ?»« Pas au sens où l'espérait l'inspecteur, dit-elle, ni comme corps, ni comme fugueuse, mais elle est vivante. » Mademoiselle Givens haleta. Aubrey se raidit. Cray se pencha en avant, son carnet oublié. « Elle est partie, » poursuivit Miss Marple, « de son plein gré mais non sans raison. Elle a découvert plusieurs choses d'un coup. La falsification de sa signature lors d'une enquête financière, la trahison d'une personne en qui elle avait eu confiance et le retour de quelqu'un qu'elle avait tant cherché à oublier. « Henry, » dit Cray. Miss Marple hocha la tête. « Henry Pratt. » Il ne s'était pas parlé depuis plus de 30 ans, mais sa réapparition réveilla quelque chose en elle. Pas de l'amour, du moins pas au sens habituel du terme, mais des souvenirs, des affaires inachevées, et peut-être de la culpabilité. Elle ne l'avait pas choisi il y a tant d'années. Elle avait choisi la sécurité du mariage, la structure du devoir, mais elle l'emportait avec elle dans un coin tranquille. Aubrey se leva brusquement. « C'est absurde. Si elle est vivante, où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas revenue? On ne peut pas disparaître et se cacher dans un couvent comme une religieuse de contes de fées, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple à voix basse. « Et vous croyez avoir été trahie, acculée et privée de l'intimité que vous chérissiez tant. Clara était une femme fière, mais pas cruelle. Elle a laissé ses affaires derrière elle, oui, mais pas entièrement. Elle a préparé une petite valise et a pris le train matinal, vêtue de vêtements empruntés et accompagnée d'Henry Pratt, qui l'a aidée à atteindre un endroit dont elle avait un jour parlé avec admiration. » Elle se tourna vers Cray. « Le couvent de Saint-Winifred à Greystone. J'ai déjà parlé à la prieure. Lady Clara y est, en sécurité. Elle leur a donné un faux nom, mais son attitude et sa voix étaient reconnaissables. » Cray le fixa. « Elle y est allée de son plein gré? Elle avait besoin de temps et d'espace. Elle est partie avant de signer le Nouveau Testament, sachant pertinemment que son absence jetterait les soupçons sur celui en qui elle n'avait plus confiance. Ce n'était pas de la vengeance, inspecteur. C'était la dernière leçon de Clara Harville. Les conséquences arrivent, même si elles ne sont pas directement appliquées. » Le visage d'Aubrey était pâle. Il s'assit lourdement, incapable de parler. Miss Marple le regarda avec douceur. « Voyez-vous, monsieur Lennox, elle vous a donné une dernière chance. Elle aurait pu vous dénoncer publiquement, et de façon désastreuse. Mais elle ne l'a pas fait, elle s'est éloignée, laissant la vérité éclater d'elle-même. Et c'est ce qui s'est passé. » Mademoiselle Givens s'essuya les yeux. Elspeth resta assise, stupéfaite, ses joues reprenant lentement couleur. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Ça dépend, » dit Cray en se levant. « Si Clara souhaite porter plainte, elle le peut, mais elle n'a enfreint aucune loi. Lennox, en revanche, » il jeta un coup d'œil à l'homme, « vous répondrez du faux. C'est certain. » Aubrey n'a rien dit. Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers la cheminée, sa main posée légèrement sur le manteau. Foxglove Grange a toujours été un lieu d'apparence. Jardin impeccable, argenterie polie, linge propre. Mais sous tout cela, des regrets, de l'amertume, des erreurs jamais exprimées. Clara a simplement choisi de s'occuper de ces mauvaises herbes, non pas de les arracher, mais de s'éloigner. Elle se retourna, son expression gentille mais ferme. Ce n'est pas de la justice au sens habituel du terme, mais c'est quelque chose de plus durable, la compréhension. Une semaine plus tard, le village retrouva un rythme plus calme. Les rumeurs s'étaient estompées. La nouvelle de la réapparition de Lady Clara ne fut pas rendue publique. Seules quelques personnes étaient au courant, et elles convinrent de n'en parler qu'en dehors des cercles nécessaires. Elspeth assuma une grande partie des tâches quotidiennes de la grange, tandis que mademoiselle Givens demeurait comme compagne, et non comme servante. Aubrey Lennox partit discrètement un mardi matin, une seule valise à la main, et monta dans le train sans un regard en arrière.
Quant à Miss Marple, elle reprit son tricot, termina une paire de chaussettes particulièrement complexes et déclina plusieurs invitations à prendre le thé pour aller désherber son jardin. Il y avait, croyait-elle, de la dignité dans le silence. Tout n'avait pas besoin d'être raconté. Mais un après-midi, alors qu'elle marchait avec le vicaire devant le cimetière, il demanda doucement « A-t-elle dit pourquoi elle était partie à la fin ?» Miss Marple s'arrêta près d'un lit, had a digital pâle. « Elle a dit, répondit Miss Marple, je ne pouvais plus supporter le son des mensonges polis au petit-déjeuner. » Le vicaire resta silencieux, et Miss Marple sourit faiblement. Parfois, le plus courageux est de partir avant que quiconque ne remarque que la maison est déjà vide. Dans les semaines qui suivirent, la vie à Saint-Aldelme reprit son rythme habituel, sans toutefois être totalement inchangée. Comme au lent changement des saisons, les villageois s'adaptèrent par des changements discrets, presque invisibles. Les rideaux tremblaient encore à 8h30, les vélos claquaient encore dans l'allée pavée devant la boulangerie. La cloche de l'église sonnait toujours, rappelant avec douceur le passage du temps. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Le mystère de Foxglove Grange, la disparition et la réapparition de Lady Clara Harville avaient laissé son empreinte, non pas par le scandale ou le spectacle, mais par la manière subtile dont les gens commençaient à s'arrêter avant de parler trop vite, ou de regarder un instant de plus dans les yeux de leurs voisins. Miss Marple, quant à elle, ne chercha pas à être félicitée pour ce qui s'était passé. Elle ne le fit jamais. Mais elle accepta avec une gracieuse réserve un gâteau éponge particulièrement délicieux de Madame Edgeworth, un mot de remerciement de l'inspecteur Cray et un timide bouquet de pivoine blanche d'Elspeth, qui y avait glissé une carte portant seulement 4 mots, pour avoir vu la vérité. Foxglove Grange prit une tournure plus calme. Lady Clara ne revint pas, du moins pas tout de suite. Mais elle envoya une lettre, écrite de son écriture soignée et reconnaissable entre toutes, à Elspeth. Il est arrivé un lundi, portant un léger parfum de lavande. Ma très chère Elspeth, j'ai beaucoup à dire, et peut-être encore plus à entendre. Mais pour l'instant, sachez que je vais bien. L'endroit où je suis arrivé est paisible, contemplatif et bienveillant dans ses silences. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais toléré le bruit sous couvert de civilité. Vous trouverez, si ce n'est déjà fait, des instructions pour l'intendance de la maison. J'ai demandé à M. Latham de constituer un modeste fonds fiduciaire à votre nom. Si vous souhaitez continuer à vivre à la grange, vous en prendrez soin. Si vous souhaitez la quitter, aucune explication n'est requise. Quant à M. Lennox, j'ai confiance que la loi saura régler ce que le cœur ne peut pas régler. J'ai accumulé de nombreux regrets. J'espère maintenant pouvoir en oublier quelques-uns, un par un, avec affection et clarté renouvelée. Clara Elspeth pleura doucement après l'avoir lu, non pas de chagrin, mais de la libération d'une tension qui la liait depuis ce matin, où elle avait trouvé la chambre de Clara vide et le portail du jardin entr'ouverte. Elle se déplaçait désormais dans la maison avec une présence plus douce. Elle n'était plus une invitée ou une auxiliaire, mais l'âme légitime de ces murs Aubrey Lennox, dépouillée de son héritage, de sa dignité et de ses avantages, avait quitté le village discrètement et sans fanfare. Son départ, tôt un mardi matin avec pour seules affaires un manteau de voyage et une valise, ne fut marqué par aucun au revoir. Personne ne l'accueillit à la gare. Personne ne se leva pour le saluer. Seul le chat de la gare, indifférent aux histoires, s'enroula autour de ses jambes tandis qu'il attendait le train de 7h04 pour Londres. Des rumeurs circulaient, bien sûr, qu'il était parti à l'étranger, qu'il avait accepté un poste de vendeur d'assurance sous un faux nom, qu'on l'avait aperçu un week-end à Bath, le teint grisonnant et amaigri, buvant seul à une table dans un coin. Mais Miss Marple n'y prêta aucune attention. Certaines fins de phrases ne nécessitaient pas de ponctuation, seulement un point. Un après-midi de début juin, le vicaire rendit visite à Miss Marple. Il apportait un petit paquet enveloppé dans du papier craft et ficelé. « On t'a envoyé quelque chose par la poste »
dit-il en le lui tendant. « De Greystone. Pas d'adresse de retour, mais le timbre était, disons, familier. » Miss Marple le déballa avec précaution. À l'intérieur, plié dans un tissu clair, se trouvait un mouchoir brodé portant l'initiale C. À l'intérieur se trouvait une fleur de digital pressée, cassante mais magnifiquement préservée. Pas de lettre. Pas besoin. Elle pressa doucement le mouchoir contre sa poitrine, puis le déposa soigneusement dans un tiroir de son bureau. « Certains messages, dit-elle doucement. N'ont pas besoin de mots du tout. » L'été s'installa avec de longs après-midi dorés et des brises parfumées à la lavande. La fête du village se déroula à nouveau cette année-là sur la pelouse du presbytère, sous des banderoles fraîchement repassées par la guilde. Des femmes et réaménagées 3 fois par Madame Reeves avant d'être déclarées suffisamment respectables pour recevoir de la compagnie. Des courses d'enfants eurent lieu. Du sirop de sureau fut servi en abondance. Le scandale du printemps avait été soigneusement rangé dans les tiroirs de la mémoire collective, adouci par le temps et la facilité de la routine. Miss Marple était assise sous son parasol habituel, son tricot sur ses genoux, observant les allées et venues avec un plaisir tranquille. Elle y fut rejointe pendant un moment par l'inspecteur Cray, qui se tenait maladroitement debout avec un gobelet en papier rempli de limonade. « Vous savez, dit-il, je me demande parfois si on résout vraiment les problèmes, ou si les gens en ont simplement assez de se cacher. » Miss Marple sourit. « Oh, je crois qu'on résout plus de problèmes qu'on ne le pense, mais pas toujours par des arrestations et des procès. Parfois, la solution se trouve lorsque les gens changent, même un tout petit peu. Quand la vérité est dite et que la honte s'estompe. » Il hocha la tête en sirotant sa limonade. « Quand même, je préfère ta méthode. » Elle leva les yeux. « Oh, tricot ? » ?»« Non, dit-il avec un léger sourire. « J'écoute. » Elle rit doucement. « Ça m'a bien servi. Ce que les gens disent quand ils croient que personne ne les entend, c'est ça qui compte le plus. » Il hocha la tête et s'excusa peu de temps après, appelé pour inspecter une tarte aux prunes suspecte. Miss Marple resta là, regardant le soleil, se coucher derrière les treillis de roses, et les enfants chassaient les papillons sur la pelouse. Le monde, pensait-elle, n'était pas devenu plus prévisible, mais peut-être était-il devenu plus supportable. Alors que le crépuscule tombait sur le village, Elspeth Harville était assise à la fenêtre de la grange, désormais modestement réaménagée sous sa direction. Le mobilier imposant était resté, mais les portraits avaient été retirés, remplacés par des cadres plus petits représentant des fleurs et des paysages. L'air ne sentait plus l'amidon froid et le cirage, mais les fenêtres ouvertes et les fleurs d'été. Ce soir-là, elle écrivit à la main sa première lettre à Lady Clara depuis son départ. Elle lui parla des roses, des réparations apportées à la serre, du thé partagé avec Miss Marple. Elle parla peu d'Aubrey Lennox. Elle n'y était pas obligée, mais elle parla de gratitude et de guérison, et de choses non dites qui avaient enfin trouvé des mots. Elle termina sa lettre par une phrase qui lui était restée en tête depuis que Miss Marple l'avait prononcée à haute voix dans le salon. La chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de partir avant, que quiconque ne remarque que la maison est déjà vide. Elle a signé son nom d'une main ferme. Dans les dernières semaines de l'été, la nouvelle parvint au village que Lady Clara s'était installée dans une modeste maison de pierre en bordure du domaine du couvent, non pas comme religieuse, mais comme bienfaitrice et invitée. Elle ne reviendrait à Foxglove Grange que lorsqu'elle jugerait le moment venu. Miss Marple reçut la nouvelle avec un petit signe de tête et continua son tricot. « La nature humaine, dit-elle un matin, au vicaire, n'est pas tant un puzzle qu'un modèle. Une fois les points de suture visibles, l'ensemble devient clair. » Et sur ce, elle ajusta son châle, se leva et sortit dans le jardin baigné de soleil. Il y avait toujours un autre mystère quelque part, attendant dans le cœur des gens ordinaires, mais pour l'instant, il y avait la paix, et la paix, comme
La vérité est rarement venue facilement, mais une fois arrivée, elle n'a pas eu besoin d'explication.